Salut, c'est Jennifer d'Ocha. Pour faire un podcast connu, il faut le faire connaître. Ça paraît évident dit comme ça, mais ça n'est pas si facile. C'est pourquoi chez Ocha, nous avons développé tous les outils pour t'aider à propulser ton émission. Plus qu'un hébergeur, c'est une plateforme unique pour promouvoir et analyser ton podcast. Aujourd'hui, on réunit la plus grande communauté française de podcasteurs indépendants et professionnels. Et depuis notre création, 98% d'entre eux sont satisfaits. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur osha.co, AUSHA.co. À bientôt et bonne écoute de votre podcast. Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Depuis que je suis ado, la période des règles est une période redoutée pour moi et ceux qui me connaissent. Mal au ventre, impossibilité de mettre un tampon, serviettes hygiéniques qui me font des allergies. Bref, une panoplie de mésaventures que connaissent la plupart des femmes. Et d'ailleurs, lorsque l'on sait que les règles surviennent 12 à 13 fois par an pendant près de 40 ans, il vaut mieux être au sec, préserver sa santé et se sentir belle. Quel ne fut pas mon bonheur de découvrir Elia Lingerie, seule marque de lingerie menstruelle bio à avoir la certification Origine France garantie. J'avoue avoir eu un coup de cœur pour la culotte Philomène en coton ultra doux comme tous les produits de la marque et pour le livret consacré aux premières règles, parfait pour les jeunes filles et leurs parents qui souhaitent discuter de ce grand bouleversement. En fonction de vos envies et de votre flux, il est certain que vous trouverez le produit qu'il vous faut chez Elia Lingerie ou que vous rendrez heureuse votre femme, amie, sœur en lui offrant une carte cadeau. Merci Elia Lingerie pour votre précieuse participation sur ce podcast et rendez-vous sur leur site dont le lien est dans les notes de l'épisode. Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle de ceux qui sortent de leur zone de confort personnellement ou professionnellement. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion découvrir la communauté autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Hélène, en situation d'obésité et atteinte d'un lymphodème qui se caractérise par une augmentation chronique du volume d'un membre liée à une accumulation de liquide lymphatique. Elle nous raconte comment elle parvient à vivre avec la maladie, avec sa bonne humeur contagieuse et un optimisme à toute épreuve. Bonjour Hélène, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui pour que tu nous parles d'une vraie sortie de zone de confort, ta vie et ton combat contre l'obésité et le lymphodème, maladie méconnue mais dont tu souffres. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement et nous parler du contenu que tu partages ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Hélène à la ville et je m'appelle Hélène Lavilaine sur les réseaux sociaux. Donc, je suis gestionnaire de formation dans ma vraie vie et en parallèle, je partage notamment sur mon parcours de perte de poids et de ma pathologie qui est le lymphodème. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le lymphodème ? Alors donc d'une part je suis atteinte d'obésité et puis j'ai une maladie qui s'appelle le lymphodème qui est une augmentation du volume d'un bras ou d'une jambe liée à une accumulation de lymphe. Donc ça se traduit de manière différente chez les uns et chez les autres. Pour ma part il est concentré sur les membres inférieurs. Il n'y a pas de traitement curatif à date. Les soins les plus adaptés restent la contention et les drainages lymphatiques.
Ça a apparu quand je suis arrivée à Strasbourg. Je suis d'origine de la région parisienne. Et je suis arrivée à Strasbourg il y a presque 10 ans. Et effectivement, alors j'avais des grosses jambes. Je pensais que c'était dû à l'obésité. Et en fait, c'était un début de lipœdème qui s'est transformé ensuite en lymphœdème. Quelle est la différence finalement entre lipodème et lymphodème ? Alors le lipœdème, c'est de la graisse malade. Qui est dans les jambes. Donc c'est de la mauvaise graisse qui reste dans les jambes. Et moi par contre du coup j'avais ça au début et ça s'est transformé en lymphœdème parce que du coup ça a complètement déréglé tout mon circuit lymphatique et ça a bouché, enfin il pense mais ça il faut voir quand j'aurai perdu du poids que mon ventre gêne aussi au drainage de toute cette lymphe en fait. Mais ça, ils peuvent pas le savoir maintenant en fait. En plus de ton lymphodème, tu es également atteinte de troubles du comportement alimentaire qui sont à l'origine de ton obésité. D'où te vient ce trouble ? J'ai mon père qui, dans un premier temps, a fait le choix de ne pas me reconnaître à la naissance, moi et ma petite sœur. Donc voilà, on porte le nom de notre mère. Donc déjà, on part avec ça, c'est assez compliqué, même si dans l'ensemble, je trouve que je l'ai bien vécu. Et puis, j'ai eu des rapports conflictuels ensuite avec ma mère, avec qui aujourd'hui on est toujours en froid. Donc voilà, c'est quelque chose qui date de il y a longtemps. Je pense que mes soucis familiaux, ils sont pour une grande partie. Quand t'as 8 ans, on ne manque pas de nourriture, mais on se crée une addiction à la nourriture. Je suis pas psy, mais j'imagine que ce n'est pas anodin. C'est clair. Est-ce que tu sais aujourd'hui quelles sont les causes du lymphodème et sais-tu combien de personnes en sont atteintes ? En fait, j'ai pas le pourcentage exact parce qu'il peut se traduire par différentes manières. Donc moi, c'est par rapport à une insuffisance ganglionnaire au niveau de l'aine. Mais il y a des personnes qui ont un cancer du sein, des femmes qui ont un cancer du sein, qui se font donc faire une ablation des ganglions au niveau des aisselles. Et du coup, elles portent des manchons parce qu'elles peuvent plus, comme il n'y a plus de ganglions, il n'y a plus de drainage qui se fait. C'est les deux principales causes que moi, en tout cas, je connais et que j'ai rencontrées lorsque j'allais chez mon angiologue. Parce que c'est vrai que moi, au début, je me sentais un peu seule au monde et finalement, j'ai rencontré plein de personnes qui en souffraient. Donc, c'est une maladie peu connue, mais je trouve quand même bien répandue. Après, moi, elle se voit beaucoup. Mais il y a des gens, moi maintenant je les vois parce que j'ai l'habitude, mais il y a plein de gens qui ont un lymphœdème, mais léger en fait. Donc ils ont une jambe un peu plus grosse que l'autre. Moi je le vois tout de suite parce que j'ai l'habitude, mais finalement il y a beaucoup de personnes qui en ont, mais peu de personnes en parlent. Je comprends pas trop pourquoi. Peut-être justement une méconnaissance de la maladie, une honte aussi à en parler. Toi, comment ton obésité et ton lymphodème se manifestaient au quotidien dans ta vie avant que tu le prennes en charge et que tu décides de consulter ? J'étais en sorte de dépression, je sortais plus, je ne marchais plus, je n'arrivais même plus à dormir allongée tellement j'avais un poids conséquent, donc je dormais assise. Je n'arrivais même pas à mettre mes deux jambes sur le lit, je mettais qu'une jambe, puis je dormais adossée au mur. Et puis j'ai eu un déclic quand il y a des orifices qui se sont créés sur mes jambes. Et de là, un liquide est sorti, donc je ne savais pas que c'était de la lymphe à ce moment-là, bien sûr. Mais du coup, j'ai décidé de consulter à ce moment-là. Ouais, c'était le début du lymphodème. À ce moment-là, tu as été pris en charge par un institut. Comment, du coup, tu l'as traité et tu as réussi à te remettre sur pied et à perdre du poids ? Justement, grâce aux médecins qui m'ont pris en main, j'ai eu du mal à trouver des bons médecins. J'ai pris le temps. Une fois que je les ai trouvés, on a vraiment fait un vrai travail de fond sur toutes mes pathologies, que ce soit le psychique, que ce soit l'obésité, que ce soit le lymphœdème. J'ai appris à connaître aussi cette maladie qu'est le lymphœdème que je ne connaissais pas du tout. Et je pense que c'est le corps médical qui m'a fait réussir ce que je fais aujourd'hui en fait. Et en fait, ce qui m'a vraiment vraiment motivée, c'est de voir que ça marchait,
que j'étais pas vouée à l'échec. Et je pense que c'était ça le problème de base, c'est que pour moi, je me suis dit, mais t'es devant une montagne, t'arriveras pas à la surmonter, en fait, tu vois, je me sentais pas la force. Et finalement, je voyais que j'arrivais à grimper cette montagne, accompagnée des médecins, bien sûr, mais c'est beaucoup par moi et par ma force de caractère que j'ai réussi. Et en voyant que j'arrivais à grimper cette montagne, et ben finalement, je suis partie dans une mouvance où tout était possible et où je me suis donné les moyens d'arriver à mon objectif finalement. Quand tu es arrivée dans ce fameux institut, tu faisais plus de 220 kilos, je crois. Combien tu en faisais quand tu es sortie ? Alors, je faisais un poids de départ de 225 kilos. Quand je suis sortie de cet institut, je faisais à peu près 170 kilos. Et j'ai réussi à redescendre à 125 kilos. Et ensuite, j'ai fait une fausse couche que j'ai absolument mal vécue. Je n'avais pas prévu cette grossesse de base. J'étais très récemment avec mon conjoint. Mais jamais il ne m'était venu à l'idée que je perdrais ce bébé. Et la fausse couche est tellement banalisée, et pourtant tellement de femmes y sont confrontées, que j'ai repris une quarantaine de kilos parce que j'étais pas bien, tout simplement parce que j'agis avec mes émotions malheureusement, et que ça se traduit par se réfugier dans de la nourriture. Donc j'en ai repris une quarantaine à peu près suite à cette fausse couche, et j'en ai reperdu 20 ensuite. C'est très compliqué à suivre. Ouais. Et pendant le confinement, j'en ai repris 7. Le confinement a été très dur pour moi parce que ça m'a ramené à cette période de léthargie que j'avais connue avant de me prendre en main. Et aujourd'hui, je suis très active, et c'est ce qui fait mon équilibre. Donc la fermeture des salles de sport notamment et des cours d'aqua que je suis a été très dure à vivre. En fait, c'est comme si, j'ai envie de comparer ça, c'est comme si j'avais un traitement médicamenteux et qu'on m'en enlevait un, en fait. Et que l'aquagym était un médicament pour moi et qu'on me l'avait enlevé. Donc voilà, j'ai réussi à perdre 100 kilos. J'en ai repris un peu, j'en ai reperdu, et là, je suis en phase de descente, voilà. Pour guérir le lymphodème, il y a le drainage lymphatique et les bas de contention. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la pratique du drainage lymphatique qui est très à la mode aujourd'hui ? On en parle énormément. Je sais pas si c'est vraiment du drainage lymphatique, parce que moi, tel que je le connais en tout cas, le drainage lymphatique manuel médical ne nécessite pas de mettre une pression sur les jambes, parce que moi j'en ai sur les jambes du drainage lymphatique, c'est vraiment en surface, parce que le système lymphatique est juste en dessous de la peau, donc il n'y a pas besoin d'appuyer, et j'ai l'impression de ce que je vois sur les réseaux sociaux, après je peux me tromper, qu'il y a vraiment une force et une pression qui est mise. Donc je sais pas si c'est vraiment ils appellent ça du drainage lymphatique, peut-être pour donner un aspect médical à cette pratique, mais je sais pas si c'est vraiment du drainage lymphatique. Moi en tout cas, en tant que tel, de tous les praticiens que j'ai rencontrés, donc je fais ça chez des kinés, on ne m'a jamais appuyé sur les jambes avec une telle force, en fait. Après, bon, si ça fait du bien aux jambes, moi je vois pas le mal. Mais je ne sais pas si c'est vraiment du drainage lymphatique, et s'ils n'ont pas repris cette appellation pour donner du crédit à leur pratique. Tu me parlais de grossophobie lorsque l'on préparait cet échange. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé pour toi ? Déjà, la grossophobie chez les médecins de base, c'est que tous les maux qu'une personne obèse a, c'est dû au poids. Ils ne cherchent même pas à comprendre, en fait. Visuellement, on a une enveloppe corporelle assez imposante, forcément, ça vient du poids. J'ai eu un autre médecin aussi, je venais pour un tout autre problème. J'avais une sorte de kyste dans la cuisse, et un médecin j'étais aux urgences, et un médecin que je ne connais pas du tout est venu me voir et m'a proposé, il était chirurgien digestif, et m'a proposé de m'opérer du bypass. Sans me connaître, sans connaître mes antécédents. On n'opère pas tout le monde et n'importe qui d'une chirurgie bariatrique. Et j'ai l'impression que c'est un peu fait à tour de bras aujourd'hui, malheureusement. Je trouvais ça grave qu'un médecin qui ne connaisse pas une personne se permette de proposer une opération aussi
aussi importante en fait, parce que ce n'est pas rien, hein. C'est pas rien du tout de se faire couper un bout d'estomac, de se faire dériver l'intestin, c'est un changement de vie, c'est des carences en vitamines à vie. Et ce chirurgien qui est venu comme ça et qui m'a vu en tant qu'obèse, tout de suite, il s'est dit, on va l'opérer du bypass, quoi. C'est un peu trop facile, je trouve. Aujourd'hui, cette maladie n'est pas reconnue par la sécurité sociale. Je l'ai lu, ou on en avait parlé toutes les deux avant. Est-ce que tu crois que c'est dû à la grossophobie ou ça n'a rien à voir ? Ça, je saurais pas te dire, mais c'est vrai que, par exemple, le CHU de Montpellier, j'ai participé à une étude où il fallait que je remplisse tous les frais que j'avais en lien avec cette maladie, parce qu'ils essayent justement de faire reconnaître pour que ce soit mieux remboursé. Donc il y a 3 centres spécialisés en France. Donc il y a Paris, il y a Mulhouse où je suis suivie et il y a Montpellier. Et le CHU de Montpellier essaye de se battre, en tout cas de faire reconnaître cette maladie auprès de la sécurité sociale. Alors est-ce que c'est par rapport à de la grossophobie ? Je sais pas trop, je préfère pas dire oui ou non parce que très honnêtement je ne sais pas. Mais je pense que peu de personnes en parlent et du coup, moins on en parle et moins on y fait attention, quoi. Après, il y a des groupes qui se créent de personnes qui veulent justement avoir des informations. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle l'Infodème Family, je crois, sur Facebook. Et les gens en parlent entre eux, mais ils font pas forcément remonter plus haut, mais c'est vrai qu'il faut que des autorités comme le CHU de Montpellier, par exemple, fassent acte des choses, en fait. C'est pas nous, simples patients, qui allons faire entendre quelque chose à la sécurité sociale, j'imagine. Il faut vraiment que même le gouvernement, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter en ce moment, mais même que le gouvernement, le ministère de la Santé se penche là-dessus. Après, il y a tellement de maladies que c'est pas une maladie mortelle non plus, donc tu vois. Par exemple, moi, ce qui me choque, c'est que ce soit pas sur la liste des affections de longue durée, en sachant que c'est une maladie qu'on a à vie en fait. Normalement, toute ma vie, j'aurais apporté des collants de contention. Aujourd'hui, je n'en porte pas parce que j'ai des jambes trop irrégulières. J'avais essayé et ça me coupait en fait les jambes. Donc ça me desservait plus que ça me servait. Donc pour le moment, on a fait le choix avec mon angiologue de les stopper et de le reprendre une fois que j'aurai des jambes dites droites parce que j'ai vraiment pas des jambes droites.